Mes parents m'ont appelé, malédiction, et abandonné à 9 ans. Sans appel. Sans anniversaire. Maintenant je suis riche, tu nous dois tout. Ils débarquent pour de l'argent. J'ai ouvert et j'ai dit, plus ma famille. Mon nom est Clotilde. Il y a 21 ans, mes parents m'ont chassée de chez moi. J'avais 9 ans. Ils ont dit que j'étais une malédiction. Ils ne m'ont jamais appelé. Pas pour mes anniversaires. Pas pour ma remise de diplôme. Et puis, la semaine dernière, ils sont apparus. Pas devant la modeste maison de mon enfance à Limoges, mais à l'interphone de mon appartement de standing à Bordeaux. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour de l'argent. Ils ont dit que je leur devais. C'est étrange comme le cerveau fonctionne. Quand j'ai vu leur visage sur le petit écran vidéo, je n'ai pas ressenti la douleur de l'enfant de 9 ans. J'ai ressenti une colère froide, adulte. La sonnerie stridente m'a ramené 21 ans en arrière, dans le salon de notre petite maison de Limoges. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était un mardi, je crois, en novembre 2004. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur, l'air était lourd, suffocant. Je me souviens de l'odeur. Ma mère, Marlène, préparait un pot-au-feu. C'était mon plat préféré. L'odeur de bouillon et de légumes qui mijotent aurait dû me réconforter, mais ce jour-là, elle me donnait la nausée. J'étais assise par terre, sur le tapis élimé, en train de dessiner. J'essayais de ne faire aucun bruit. J'avais appris que le silence était ma meilleure défense. Mais leur voix, depuis la cuisine, était plus aiguisée que d'habitude. Je n'en peux plus, Fabien. C'était ma mère. Sa voix était un sifflement. Tout va de travers depuis qu'elle est là. Mon crayon s'est arrêté. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Ne dis pas ça, Marlène. La voix de mon père, Fabien, était lasse. Si, je le dis. C'est une malédiction. Tu as perdu ton travail 2 mois après sa naissance. Et puis nous avons perdu le petit. Le petit. Le fils qu'ils avaient toujours voulu. Le fils que j'étais censé être. Ma mère avait fait une fausse couche l'année précédente. Je n'avais pas compris à l'époque, mais j'avais senti le froid s'installer dans la maison. Maintenant, j'entendais la cause de ce froid. C'était moi. Elle nous porte la poisse. Je ne veux plus d'elle dans cette maison. J'ai fait tomber mon crayon de couleur. Il a roulé bruyamment sur le parquet. Le silence est tombé dans la cuisine. Un silence pire que les cris. Puis j'ai entendu des pas lourds. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Il était grand, imposant. Il ne m'a pas regardé. Il a fixé un poing sur le mur, juste au-dessus de ma tête. Son visage était fermé, gris. Marlène a raison, a-t-il dit d'une voix sourde. Prépare tes affaires. Je l'ai regardé, attendant. Attendant un sourire, une blague. Attendant qu'il me dise que ce n'était pas vrai. Mais ses yeux sont restés fixés sur le mur. Quoi, ai-je murmuré. Prépare tes affaires, a-t-il répété, plus durement. Tu ne vas pas rester ici. Je ne savais pas, à ce moment-là, que c'était la dernière fois qu'il me parlait. Je ne savais pas que l'odeur du pot-au-feu deviendrait le parfum de la trahison. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris mon sac à dos d'école et j'y ai mis mon pyjama, une brosse à dents, et un petit lapin en peluche abîmé. Quand je suis revenue, ma mère était près de la porte, son manteau déjà sur elle. Elle tenait ses clés de voiture. Elle non plus ne m'a pas regardée. Elle a juste ouvert la porte et a dit, « Viens ». Le froid de novembre m'a giflé. C'était la première fois ce jour-là, mais ce ne serait pas la dernière. Le trajet en voiture a semblé durer une éternité. Ma mère, Marlène, n'a pas dit un mot. Elle avait allumé la radio, Nostalgie. Une chanson de Céline Dion passait. Pour que tu m'aimes encore. L'ironie était totale. Je regardais Limoges défiler par la fenêtre, les feuilles mortes qui dansaient sur les trottoirs. Je ne comprenais pas, allions-nous chez une tante? En vacances? La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. J'ai reconnu la petite maison de mes grands-parents maternels. Mon cœur s'est un peu desserré.
J'allais loger chez papy et mamie. Descends, a dit ma mère. Le moteur tournait toujours. Elle n'avait pas l'intention de couper le contact. J'ai ouvert la portière, mon petit sac à dos sur une épaule. Le froid était plus mordant ici, dans cette petite rue tranquille. Maman, ai-je demandé. Elle a tourné la tête vers moi pour la première fois. Il n'y avait rien dans ses yeux. Pas de tristesse, pas de colère. Juste du vide. Descends. Je suis sortie. Avant même que j'aie pu me retourner, la portière s'est refermée. La voiture a fait demi-tour et a disparu au coin de la rue. Je suis restée plantée sur le trottoir. Juste moi, mon sac à dos, et la chanson de Céline Dion qui s'estompait au loin. J'ai marché lentement vers la porte d'entrée. J'ai sonné. J'ai attendu. J'ai entendu des pas à l'intérieur, puis le bruit d'une serrure qu'on déverrouille. La porte s'est entr'ouverte. C'était mon grand-père. Il m'a regardé, puis il a regardé par-dessus mon épaule, dans la rue vide. Elle est partie, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a soupiré. Un long soupir fatigué. Il n'a pas ouvert la porte en grand. Il est resté dans l'entrebâillement, une barrière entre moi et la chaleur de la maison. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux. On ne peut pas, Clotilde, a-t-il dit doucement. C'est une affaire entre toi et tes parents. Mais, j'ai froid, papy. Je sais, ma petite. Je sais. Il a disparu une seconde et est revenu avec un vieux châle en laine, rêche et qui sentait la naphtaline. Il me l'a tendu à travers l'ouverture. Tiens. Mets ça sur toi. Mes doigts se sont refermés sur le tissu. J'attendais qu'il ouvre la porte. Qu'il me dise d'entrer. Mais il n'a pas bougé. Papy, s'il te plaît. On ne peut pas, a-t-il répété, sa voix se brisant presque. Ta mère a été très claire. On ne doit pas s'en mêler. Et puis, lentement, il a refermé la porte. J'ai entendu le clic du verrou. Je suis restée là. Seule. Sur le paillasson. J'ai entendu le son de la télévision à l'intérieur. Ils regardaient Question pour un champion. Leur vie continuait. La mienne venait de s'arrêter. J'ai frappé. Une fois. Doucement. Mamie? Pas de réponse. Je me suis assise sur la marche, j'ai enroulé le châle autour de mes épaules. Il ne sentait pas bon, mais il bloquait un peu le vent. La nuit commençait à tomber. Une pluie fine et glaciale a commencé à tomber. J'ai attendu. J'ai attendu que ma mère revienne. Qu'elle se rende compte de son erreur. J'ai attendu que mes grands-parents aient pitié. J'ai attendu si longtemps que mes pieds étaient engourdis. Je ne sentais plus mes doigts. Le tissu de mon jean était trempé. J'ai commencé à trembler, pas seulement de froid, mais de peur. C'est là que j'ai compris ce que signifiait « malédiction ». Ce n'était pas un mot en l'air. C'était un verdict. C'était une porte fermée. C'était le son d'une télévision de l'autre côté d'un mur, pendant que vous gelez dehors. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le ciel était noir maintenant. Les lampadaires s'étaient allumés. Soudain, une porte s'est ouverte de l'autre côté de la rue. Une silhouette est apparue sur le perron d'en face. Mon Dieu, Clotilde. J'ai reconnu la voix. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'était Madame Léonie. Une veuve d'un certain âge qui vivait seule en face de chez mes grands-parents. Elle traversa la rue aussi vite que ses jambes le lui permettaient, sans même prendre de manteau. Mon enfant, mais tu es gelé. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas sonné chez mes grands-parents. Elle m'a pris par la main, sa main était chaude et m'a tiré de l'autre côté de la rue, jusque chez elle. Sa maison sentait la cire d'abeille et le café chaud. Elle m'a enlevé mes chaussures trempées et le châle qui sentait la naphtaline. Elle l'a laissé tomber sur le sol comme si c'était un déchet toxique. Les monstres, je l'ai entendu murmurer. Elle m'a enveloppé dans une couverture épaisse et m'a fait asseoir près du radiateur. Elle m'a préparé un chocolat chaud, si sucré qu'il m'a brûlé la gorge, mais il a fait fondre un peu de la glace à l'intérieur de moi. Elle a téléphoné. J'ai entendu des bribes de conversation. 9 ans, abandonnée, oui, sur le trottoir, les services sociaux. Cette nuit-là,
j'ai dormi dans la chambre d'amis de Madame Léonie. Le lendemain, une assistante sociale est venue. Il y a eu beaucoup de discussions, de papiers. Mes grands-parents ont été interrogés. Ils ont menti. Ils ont dit que j'étais difficile et que j'avais fugué. Mais Madame Léonie avait vu la voiture de ma mère. Elle a témoigné. Finalement, Madame Léonie est devenue ma tutrice légale. Ma gardienne. Je suis restée à Limoges, j'ai changé d'école. J'étais devenue l'enfant abandonné. C'est à ce moment de l'histoire que j'aimerais faire une petite pause. Parce que ce qui s'est passé ensuite a défini le reste de ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des histoires compliquées. Avant que je ne continue, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. À quelle heure est-il chez vous? C'est incroyable de voir comment ces histoires peuvent nous connecter, peu importe la distance. Ma vie a continué, mais comme si j'étais un fantôme. J'étais une élève brillante. J'avais besoin d'exceller. J'avais besoin de prouver que je n'étais pas une malédiction. J'avais besoin de notes parfaites pour prouver que je valais quelque chose. Et les notes sont arrivées. Les félicitations du conseil de classe. Les prix d'excellence. Mais à chaque cérémonie, à chaque remise de prix, il y avait la chaise vide. La première fois, c'était en CM1, pour le prix de fin d'année. Tous les parents étaient là, applaudissant. Madame Léonie était là, bien sûr. Elle applaudissait plus fort que tout le monde. Mais à côté d'elle, il y avait cette chaise. Une chaise vide que l'école avait réservée, au cas où. Au cas où mes parents décideraient soudainement d'exister. Ils ne sont jamais venus. J'ai continué à grandir. 10 ans, 11 ans. Je suis devenue une experte pour ignorer la chaise vide. Mais elle était toujours là, un rappel silencieux de ce que je n'avais pas. Et le pire? Le pire, c'est que j'espérais encore. Je leur écrivais des lettres. En secret. Je les écrivais dans ma chambre, chez Madame Léonie. Chère maman, j'ai eu 18/20 en maths. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. Cher papa, joyeux Noël. J'espère que tu as reçu mon dessin. Je les glissais dans la boîte aux lettres au coin de la rue, sans timbre, espérant qu'une sorte de magie les leur ferait parvenir. Puis, j'ai commencé à économiser mon argent de poche pour acheter des timbres. Je les postais. Je n'ai jamais eu de réponse. Un après-midi, juste avant mes 13 ans, je suis rentrée de l'école. Madame Léonie était assise à la table de la cuisine. Elle avait l'air grave. Devant elle, il y avait une pile de lettres. Mes lettres. Elles sont revenues, Clotilde, dit-elle doucement. Sur chaque enveloppe, un tampon rouge de la poste, n'habite pas à l'adresse indiquée. J'ai vérifié, dit-elle, posant sa main sur la mienne. Ils ont déménagé. Ils ont quitté Limoges il y a plus d'1 an. Ils n'ont laissé aucune adresse. Ils étaient partis. Sans un mot. Ils avaient disparu, me laissant avec mes lettres retournées et cette chaise vide. Partie 4, les lettres et la deuxième trahison, les lettres et la deuxième trahison, 812 mots. J'ai pris la pile de lettres. L'encre de certaines avait bavé. Je les ai montées dans ma chambre. Je les ai regardées pendant longtemps. C'était la preuve tangible de mon espoir insensé. C'était la fin. Ce soir-là, j'ai arrêté d'être une enfant. J'ai arrêté d'attendre. J'ai continué à travailler dur à l'école, mais quelque chose s'était endurci en moi. Madame Léonie a vu le changement. Elle a essayé de me parler, mais je ne savais pas comment mettre des mots sur ce vide. Que auriez-vous fait à ma place? Quand vous réalisez que les gens qui sont censés vous aimer le plus au monde ont non seulement disparu, mais l'ont fait en secret. Comment continuez-vous à faire confiance à qui que ce soit? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais seule à ressentir ça. La vie a continué. J'ai eu 14 ans, puis 15. Je suis devenue adolescente. Et avec l'adolescence est venue la nécessité de penser à l'avenir. Un avenir loin de Limoges. Un avenir que je devrais financer moi-même. J'ai pris un petit boulot après l'école, dans une brasserie du centre-ville. Je lavais des verres pour 8 € de l'heure. Chaque pièce de 2 € que je gagnais était un pas de plus vers ma liberté.
Je rêvais de Bordeaux. De l'université. D'une vie où personne ne me connaissait comme l'enfant abandonné. Un samedi, Madame Léonie m'a demandé de l'aider à trier de vieux papiers dans son grenier. C'était poussiéreux, rempli de souvenirs. Au fond d'une vieille malle, j'ai trouvé une boîte en fer. Elle appartenait à sa sœur, qui était amie avec ma grand-mère maternelle, Gisèle, décédée bien avant mon abandon. Oh, regarde ça, dit Léonie. Ce sont de vieux papiers de ta grand-mère Gisèle. Ma sœur les gardait pour elle. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, sous des photos jaunies, il y avait une enveloppe avec mon nom, pour Clotilde. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai ouverte. C'était un carnet de caisse d'épargne. Un livret A. Ouvert à ma naissance. J'ai lu les lignes. Ma grand-mère Gisèle avait déposé de l'argent chaque mois, pendant des années. Elle avait écrit une petite note, pour tes études, ma chérie. Pour que tu sois toujours libre. J'ai tourné les pages. Les dépôts se sont arrêtés à sa mort. Mais avec les intérêts accumulés pendant 15 ans, le solde était. Je n'en croyais pas mes yeux. 12 000 euros. 12 000 euros. J'ai failli m'évanouir. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. C'était l'université. C'était Bordeaux. C'était ma liberté, offerte par une femme qui m'aimait avant même de me connaître. Je pleurais. Je riais. J'ai serré le livret contre ma poitrine. Regarde, Léonie. Regarde. Léonie souriait, les larmes aux yeux. Elle veillait sur toi, ton ange gardien. J'ai tourné la dernière page, pour voir le solde final. Et c'est là que je l'ai vu. Solde, 0 euros. Mon sourire s'est figé. Le sang a quitté mon visage. Non, non, c'est pas possible. J'ai regardé la date de la dernière transaction. Une seule ligne de retrait. Date, 30 novembre 2004. Lieu, agence de Limoges Centre. Montant du retrait, 12 000 euros. Signature du tuteur légal, Fabien, nom de famille. Signature du tuteur légal, Marlène, nom de famille. 30 novembre 2004. C'était 2 semaines. 2 semaines après m'avoir jeté à la rue. 2 semaines après m'avoir abandonné sur le trottoir de mes grands-parents. Ils étaient revenus. Pas pour moi. Ils étaient revenus pour vider le compte que ma grand-mère avait créé pour mon avenir. J'ai laissé tomber le livret. Le son du papier heurtant le plancher poussiéreux était assourdissant. Ce n'était pas un abandon. Ce n'était pas une erreur. C'était un vol. C'était calculé. Ils m'avaient jeté, puis ils avaient pillé ma tombe. Madame Léonie m'a regardé. Clotilde? Je ne pleurais pas. La rage était si intense, si pure, qu'elle avait brûlé toutes mes larmes. C'était une rage froide, tranchante comme de la glace. Ils ne gagneront pas, ai-je murmuré. Je vais partir d'ici. Et ils ne gagneront pas. Cette rage est devenue mon carburant. J'ai redoublé d'efforts. J'ai pris un deuxième emploi le week-end, faisant le ménage dans des bureaux. Je dormais 4 heures par nuit. Je lavais des verres, je frottais des sols, et j'étudiais. Chaque euro économisé était une brique pour mon mur de défense. Les années de lycée se sont écoulées. En 2013, j'avais 18 ans. J'étais majeure. Et j'étais major de promo. La meilleure élève de tout le lycée. J'aurais dû être fière. Mais j'étais juste fatiguée. La cérémonie de remise des diplômes était un grand événement. Le gymnase était plein. Madame Léonie était là, au premier rang, rayonnante. Mon nom a été appelé. Major de promo, Clotilde, nom de famille. Je suis montée sur l'estrade. J'ai serré la main du proviseur. J'ai pris mon diplôme. En regardant la foule, j'ai vu les parents fiers, les familles réunies. Et j'ai vu le siège de Madame Léonie, avec une autre, chaise vide, à côté d'elle. L'habitude. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Après la cérémonie, il y avait une réception. Un buffet, du champagne sans alcool. Un moment pour célébrer. Madame Léonie et moi sommes entrés dans la salle de réception. Une professeure, Madame Dumont,
qui connaissait mon histoire, m'a intercepté. Elle avait l'air gênée. Elle se tortillait les mains. Ah, Clotilde, félicitations encore. Vous avez été exceptionnelle. Merci, madame. Écoutez, dit-elle en baissant la voix. Pour le plan de table, il y a eu beaucoup de monde. Les familles, vous comprenez. Je ne comprenais pas. Votre table, elle est juste là-bas. Elle a pointé du doigt. Tout au fond de la salle. Loin de l'estrade, loin du buffet. Juste à côté des portes battantes qui menaient aux cuisines. Il y avait une petite table ronde, sans nappe décorative. Sur la table, un petit carton plié. J'ai marché jusqu'à la table. J'ai lu le carton. Overflow. Ce n'était même pas un mot français. Extra. Surplus. J'étais la major de promo, et il m'avait mise à la table des extras. J'ai regardé autour de moi. Les rires, les photos de famille. Le proviseur est passé près de moi. Il a vu la table. Il a vu le carton. Il m'a vu, debout à côté. Il m'a fait un petit signe de tête gêné, et il a continué son chemin. Il savait. Tout le monde savait. J'étais leur meilleur élève, mais j'étais aussi leur honte. L'enfant sans parents. L'erreur dans leur belle cérémonie. J'ai senti les larmes monter. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de rage. La même rage froide qu'à la découverte du livret d'épargne. J'ai regardé Madame Léonie. Elle était furieuse. Ses lèvres étaient pincées. On s'en va, mamie, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste tourné les talons. En passant devant le proviseur, je me suis arrêtée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai rien dit. Il a détourné le regard le premier. Cette nuit-là, j'ai réservé mon billet de train. Un aller simple pour Bordeaux. Je n'allais plus jamais laisser personne m'assigner une table. J'allais construire le bâtiment entier. Partie 6, Bordeaux et le doute, Bordeaux et le doute, 756 mots. 2 mois plus tard, je suis arrivée à Bordeaux, gare Saint-Jean. J'avais une valise, mon sac à dos, et les quelques milliers d'euros que j'avais économisés en frottant des sols et en lavant des verres. La liberté avait un goût étrange. Celui de la solitude. Je m'étais inscrite en droit à l'université. Mon rêve. Mais la réalité était brutale. J'avais trouvé une chambre de bonne, de 9 mètres carrés sous les toits. En hiver, il y faisait un froid glacial. En été, c'était un four. Les toilettes étaient sur le palier. La première année a été un enfer. Je veux être honnête avec vous. Je n'ai pas été une super-héroïne tout de suite. J'étais terrifiée. À Limoges, j'étais l'enfant abandonné, mais j'étais aussi la major de promo. J'avais Madame Léonie. J'avais un statut. À Bordeaux, je n'étais personne. Un numéro d'étudiant parmi des milliers. Je passais mes journées en cours magistrales, perdues dans des amphithéâtres immenses. Je passais mes nuits à travailler comme serveuse dans un bar du quartier Saint-Pierre, rentrant à 2 heures du matin pour essayer d'étudier le droit constitutionnel. Et j'ai échoué. Mon premier partiel de droit civil. Je pensais avoir réussi. J'ai eu juin 2020. J'ai regardé la note. Juin 2020. Éliminatoire. Tout s'est effondré. Je suis rentrée dans ma chambre de 9 mètres carrés. Il pleuvait. L'eau s'infiltrait par la petite fenêtre du toit. Je me suis assise par terre, sur le lino froid. Et j'ai craqué. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille de 9 ans sur le trottoir. J'ai pleuré pour l'adolescente à la table des extras. Et j'ai pleuré pour l'étudiante de 18 ans qui venait de tout rater. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé Madame Léonie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Mamie, j'ai sangloté. Je ne pouvais plus respirer. Je n'y arrive pas. Clotilde? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu es malade? J'ai raté mon examen. C'est trop dur. Je ne suis pas assez intelligente. Ma voix s'est brisée. Ils avaient raison,
mamie. Ils avaient raison. Je suis une malédiction. Je n'arrive à rien. Je suis un échec. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, sa voix est revenue. Claire. Ferme. Pas la voix douce de la vieille dame qui me faisait du chocolat. La voix d'une femme qui avait survécu à la guerre. Clotilde, dit-elle. Tu as le droit de pleurer ce soir. Tu as le droit d'avoir peur. Pleure tout ce que tu as à pleurer. Mais demain matin, tu vas te lever. Tu vas te laver le visage. Et tu vas te battre. Mais j'ai peur. Bien sûr que tu as peur. Seuls les idiots n'ont pas peur. Tes parents ne sont pas partis parce que tu étais une malédiction. Ils sont partis parce qu'ils étaient faibles. Tu es forte. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu n'es pas une malédiction, Clotilde. Tu es une guerrière. Alors maintenant, tu arrêtes de pleurer, et tu te bats. Je me suis tue. Ces mots étaient comme une décharge électrique. Tu m'entends, a-t-elle insisté. Oui, mamie. Bien. Maintenant, va dormir. Demain, le combat recommence. Elle a raccroché. Je suis restée assise sur le sol froid, le téléphone à la main. Cet appel m'a sauvée. Il a rallumé la flamme. Je me suis levée. J'ai séché mes larmes. J'ai regardé mon reflet dans le petit miroir cassé. La guerrière était là. Fatiguée, mais là. Le combat commençait. Je n'ai plus jamais eu juin 2020. Je me suis battue. J'ai passé mes nuits à la bibliothèque universitaire, pas dans les bars. J'ai trouvé un meilleur emploi de bureau le week-end. J'ai validé mes années, une par une. J'ai obtenu ma licence de droit. Puis mon master. J'étais devenue une juriste. Mais pendant mes études, j'avais réalisé quelque chose. Le droit pouvait être une arme, mais il pouvait aussi être un bouclier. Et il y avait tellement d'enfants comme moi, perdus dans le système, qui n'avaient aucun bouclier. Des jeunes qui sortaient de l'aide sociale à l'enfance, ASE, à 18 ans, avec un sac poubelle pour seule valise. Des jeunes qui ne savaient pas comment ouvrir un compte en banque, comment trouver un garant pour un appartement, comment demander une bourse. J'avais Léonie. Il n'avait personne. Alors, j'ai commencé à construire quelque chose. Sur mon temps libre. J'ai appris à coder. J'ai créé un site web. Je l'ai appelé « Le Seuil Ouvert ». Au début, c'était simple. Une base de données de ressources. Des guides pratiques, comment louer un appartement sans parents, comment remplir sa première déclaration d'impôt. J'ai partagé le lien sur des forums d'anciens de l'ASE. Et ça a explosé. En 6 mois, le site avait des milliers de visiteurs. J'ai reçu des emails. Clotilde, merci. Grâce à vous, j'ai trouvé un logement. Votre guide sur les bourses m'a permis d'aller à l'université. J'ai réalisé que ce n'était plus un hobby. C'était une mission. J'ai utilisé mes compétences juridiques pour transformer Le Seuil Ouvert en une association loi 1901. J'ai commencé à chercher des financements, des subventions. Et j'en ai trouvé. La mairie de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, ils ont vu le besoin. Ils ont cru au projet. Le Seuil Ouvert a grandi. J'ai pu embaucher une petite équipe. Nous avions des bureaux. Nous aidions des centaines de jeunes. La presse locale a commencé à parler de nous. La juriste qui transforme son abandon en bouclier pour les autres. J'étais fière. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment fière. Et c'est là que l'attaque est arrivée. Un matin, j'ai reçu un courrier recommandé de la préfecture. Une notification de contrôle. Une plainte anonyme avait été déposée contre Le Seuil Ouvert. Les accusations étaient délirantes, gestion financière opaque, détournement de fonds, fraude aux subventions. Mon sang s'est glacé. C'était une attaque directe, conçue pour nous tuer. L'enquête a duré 6 mois. 6 mois d'enfer. Nos subventions ont été gelées. J'ai dû mettre mon équipe au chômage technique. J'ai passé mes nuits à éplucher des comptes, à préparer des dossiers pour prouver que chaque centime avait été dépensé pour les jeunes. J'ai failli tout perdre.
L'association, ma réputation. Tout. Nous avons finalement été blanchis. Totalement. L'enquête a conclu à une dénonciation calomnieuse. Mais le mal était fait. Nous avions perdu 6 mois, et presque tous nos financements. Qui pouvait me détester à ce point? Mon avocate a réussi à obtenir des informations. La plainte n'était pas si anonyme que ça. Elle provenait d'une adresse IP localisée à Limoges. Je n'ai compris que bien plus tard. La plainte avait été déposée par un certain Rodrigue. Mon oncle. Le frère de mon père. Il travaillait au conseil régional du Limousin. Il avait entendu parler de mon succès à Bordeaux. Et dans l'esprit tordu de ma famille, mon succès était une menace. Une honte pour eux. Alors, il avait essayé de me détruire. En silence. J'ai gagné, mais j'ai compris. Ils ne me laisseraient jamais tranquille. Ils essaieraient toujours de me détruire. Et la confirmation est arrivée plus tôt que je ne le pensais, lors d'un voyage que je redoutais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Quelques années ont passé. Le seuil ouvert s'est relevé, plus fort qu'avant. L'attaque nous avait rendus plus combatifs. Puis, j'ai reçu un appel. Madame Léonie était tombée. Elle s'était cassé la hanche. J'ai tout lâché à Bordeaux et j'ai conduit les 3 heures jusqu'à Limoges. J'ai foncé au CHU. Léonie était faible, mais son esprit était toujours aussi vif. Arrête de faire cette tête d'enterrement, m'a-t-elle dit. Il me faudra plus qu'une chute pour me faire taire. Je suis resté à son chevet. L'odeur d'antiseptique et de nourriture d'hôpital me retournait l'estomac. Le 2e jour, je suis allé à la cafétéria pour lui chercher un vrai café. En revenant, je marchais dans le long couloir du service de gériatrie. Et je l'ai vue. Ma mère. Marlène. Elle n'avait pas changé. Un peu plus de rides, la même coupe de cheveux. Elle était assise à côté d'une autre femme, plus jeune, qui pleurait. Et ma mère, elle lui caressait les cheveux. Elle lui parlait doucement. Elle était tendre. Une tendresse que je n'avais jamais reçue. J'ai arrêté de respirer. J'étais figé au milieu du couloir. Marlène a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Il n'y a pas eu d'hésitation. Pas de choc. Elle m'a reconnu. Ses yeux se sont plissés. Et elle a détourné la tête. Elle s'est retournée vers la femme qui pleurait et a continué de lui parler, comme si je n'existais pas. Comme si j'étais une infirmière qui passait. Comme si j'étais, rien. J'ai senti le sol se dérober. 20 ans avaient passé. J'étais une avocate, une fondatrice d'association. Mais à cet instant, j'étais redevenue la petite fille de 9 ans sur le trottoir, sous la pluie. Je suis partie. J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai vomi. Le lendemain, alors que j'étais assise avec Léonie, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Salut. C'est Corinne. Corinne. Ma sœur aînée. Elle avait 15 ans quand on m'a jetée dehors. Elle était restée. Elle n'avait jamais cherché à me contacter. Mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'elle avait changé. J'ai su que tu étais en ville. Maman t'a vu à l'hôpital. On peut se voir? J'ai accepté. Une partie de moi, la partie stupide et pleine d'espoir, s'est réveillée. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café près de la gare. Je suis arrivée la première. Elle est entrée. Elle ressemblait à ma mère. Fatiguée. Nerveuse. Nous nous sommes assises. Le silence était gênant. Tu as l'air en forme, a-t-elle commencé. Toi aussi. Écoute, Clotilde. Elle n'arrivait pas à me regarder. Elle fixait sa cuillère. Maman est très tendue en ce moment. La voir, ça l'a vraiment secouée. J'ai attendu. Je sais que ta vie est à Bordeaux maintenant. Tu as réussi. C'est bien. Vraiment. Elle a enfin levé les yeux. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rester à Bordeaux?
Ta présence ici, ça complique tout. Ça fait remonter de vieilles histoires. Ça fait de la peine à tout le monde. Je l'ai regardé. J'ai cherché une trace de regret. Une excuse. N'importe quoi. Il n'y avait rien. Elle n'était pas venue s'excuser pour moi. Elle était venue me demander de disparaître. Encore une fois. J'étais une honte. Un problème. Compris, ai-je dit. Je me suis levée. J'ai posé 5 € sur la table pour mon café. Tu es devenue dure, a-t-elle murmuré. Je me suis retournée. Non, Corinne. Je suis juste devenue adulte. C'est toi qui es restée une enfant, effrayée par eux. Je suis partie. J'ai compris ce jour-là. Je n'avais plus de famille à Limoges. J'étais seule. Vraiment seule. Et c'est à ce moment-là, quand je n'avais plus rien à leur offrir, qu'ils ont décidé qu'ils avaient à nouveau besoin de moi. Je suis retournée à Bordeaux. J'ai pris une décision. J'ai vendu le petit appartement de Madame Léonie, avec son accord, bien sûr, et je l'ai installé dans un magnifique appartement en rez-de-jardin, juste à côté du mien. Elle était enfin ma famille, officiellement. Les années suivantes ont été incroyables. Le seuil ouvert a explosé. L'attaque de mon oncle Rodrigue s'était retournée contre lui, elle nous avait donné une visibilité nationale. Les dons ont afflué. J'étais invitée sur des plateaux télé. Des articles ont été écrits sur moi. J'étais l'orpheline devenue millionnaire en aidant les autres. Je n'étais pas millionnaire, mais je gagnais très bien ma vie. Je n'avais plus peur pour l'argent. J'étais en sécurité. Nous sommes en 2025. J'ai 30 ans. Et puis, la lettre est arrivée. Pas une lettre manuscrite. Une lettre recommandée avec accusé de réception. En tête d'un cabinet d'avocats de Limoges. Je l'ai ouverte. Chère Madame mon nom. Nous représentons vos parents, Monsieur Fabien et Madame Marlène, leur nom. Nous vous contactons aujourd'hui concernant l'avenir de votre jeune frère, Bastien. Bastien. Le bébé qu'ils avaient eu après m'avoir jeté. Celui que je n'avais jamais rencontré. Bastien est un jeune homme brillant, admis en école de commerce. Malheureusement, comme vous le savez, la situation financière de vos parents est précaire. Nous vous contactons donc pour faire appel à votre obligation alimentaire. J'ai failli lâcher la lettre. Obligation alimentaire. Un concept juridique réel en France, où les enfants peuvent être tenus de subvenir aux besoins de leurs parents. Mais là, il l'appliquait à un frère. Et à votre responsabilité morale. Vos parents vous ont élevé, nourri et logé pendant 9 ans. Ils ont investi en vous. Il est temps aujourd'hui de renvoyer l'ascenseur. La somme requise pour les 3 années d'études de Bastien s'élève à 50 000 €. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour discuter des modalités de paiement. 50 000 €. Je n'arrivais plus à respirer. Ce n'était pas une blague. C'était une demande légale. Le lendemain, un email est arrivé. De mon oncle Rodrigue. Sujet, discussion de famille. Clotilde. J'ai appris que tu avais reçu la lettre de l'avocat. Toute la famille en a discuté. Nous pensons tous que c'est la chose juste à faire. Tu as tellement, et ils n'ont rien. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. C'est ce que la famille fait. Une attaque coordonnée. Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient aucun remords. Ils m'avaient volé 12 000 €. Et maintenant, 21 ans plus tard, ils revenaient en demander 50 000. Vous entendez ça? Juste. Responsabilité. Famille. Après m'avoir traité de malédiction. Après m'avoir laissé sur un trottoir. Après avoir vidé mon compte en banque. Après m'avoir ignoré dans un hôpital. Ils pensaient que j'étais toujours cette petite fille de 9 ans, terrifiée et seule. Ils pensaient que je paierais pour avoir la paix. Ils avaient tort. Ils avaient terriblement tort. Parce qu'ils ne savaient pas ce que Mamie Léonie avait gardé pour moi pendant tout ce temps. Ce soir-là, je suis allée chez Madame Léonie. Elle était dans son fauteuil, lisant un roman policier. Je me suis assise en face d'elle. Je lui ai tendu la lettre de l'avocat. Elle l'a lue. Elle n'a pas sourcillé.
Elle a posé la lettre sur ses genoux. Eh bien, dit-elle calmement. Il leur en a fallu, du temps. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu savais? Je savais qu'il reviendrait. Les vautours reviennent toujours quand ils sentent l'argent. Elle s'est levée avec difficulté. Elle est allée vers une vieille commode. Elle a ouvert un tiroir du bas. Quand tu as déménagé à Bordeaux pour de bon, dit-elle en fouillant, j'ai gardé quelques petites choses. Au cas où. Elle a sorti une boîte. Une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait mes dessins d'enfants. Mon lapin en peluche abîmé, que j'avais oublié chez elle. Et tout au fond, une cassette vidéo. Une VHS. Qu'est-ce que c'est? Je suis une vieille femme, Clotilde. Mais je n'ai jamais été stupide. Elle m'a raconté. Ce soir-là, en 2004, après m'avoir mise au lit, elle était furieuse. Elle a vu les lumières allumées chez mes grands-parents. Elle a vu leur voiture toujours garée. Elle a compris qu'ils étaient là. Alors, dit-elle, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Elle avait un vieux caméscope. Elle l'a installé à sa fenêtre, pointé vers la porte de mes grands-parents. Elle a enregistré. Elle ne savait pas ce qu'elle obtiendrait. Elle l'a rembobiné et l'a regardé une fois. Puis elle l'a mise dans cette boîte. Pour ta protection, m'a-t-elle dit. Au cas où un jour, le monde aurait besoin de savoir qui ils sont vraiment. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris la cassette. J'ai trouvé un service à Bordeaux qui convertit les vieilles bandes en fichiers numériques. Le lendemain, j'ai reçu le fichier par email. Je me suis assise à mon bureau. J'ai cliqué sur « Lecture ». L'image était granuleuse. Prise de loin. On voyait le perron de mes grands-parents. La date et l'heure s'affichaient en orange dans le coin, 12 NOV 2004, 19h32. On me voyait. Une toute petite silhouette, tremblante sous un châle. On me voyait frapper à la porte. On voyait la porte s'entr'ouvrir. Et on entendait. Le micro était sensible. La voix de mon grand-père, on ne peut pas, Clotilde. La mienne, suppliante, papy, s'il te plaît. Et puis, le son. Le son qui avait hanté mes nuits. Le clic du verrou. J'ai continué à regarder. L'image tremblait. Et puis, la caméra a zoomé. Sur la fenêtre du salon de mes grands-parents. On pouvait voir leur silhouette, assise devant la télévision. J'avais la preuve. Mais ce n'était pas tout. J'avais oublié un détail. Plus tôt dans la journée, avant de me jeter dehors, quand mon père m'a dit de faire mon sac, j'étais sortie sur le perron de notre maison, confuse. Et il m'avait suivie. Léonie avait dû commencer à enregistrer plus tôt. La caméra avait capté la scène. Mon père, debout sur le perron, moi en dessous. Et sa voix, claire comme du cristal dans le froid de novembre. Tu ne vis plus ici. Tu as compris? Tu es une malédiction. Va-t'en. J'ai regardé la vidéo 10 fois. 20 fois. Je pleurais. Pas de tristesse. De soulagement. Ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas un mauvais rêve. C'était réel. Et j'avais la preuve. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon avocate. Bonjour, maître, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai reçu une demande d'obligation alimentaire. Oui, j'ai vu. C'est compliqué, Clotilde. Non, ce ne sera pas compliqué du tout, je l'ai interrompu. Nous n'allons pas nous défendre. Nous allons attaquer. J'ai quelque chose à vous envoyer. La machine judiciaire s'est mise en marche, mais pas comme ils s'y attendaient. Leur avocat nous a assignés au tribunal judiciaire de Limoges pour manquement à l'obligation alimentaire. Mon avocate a immédiatement contre-attaqué. Nous les avons assignés, à Bordeaux, pour demande de remboursement des 12 000 €, plus 21 ans d'intérêts composés, pour abus de faiblesse et vol. Demande de dommages et intérêts pour abandon de famille, préjudice moral. Demande d'une mesure d'éloignement, un ordre d'interdiction, pour harcèlement. Leur avocat a tenté de négocier. Trouvons un accord à l'amiable. 10 000 €, et on oublie tout? J'ai refusé.
Je ne voulais pas leur argent. Je voulais un jugement. Le jour de l'audience, j'ai conduit jusqu'à Limoges. J'étais terrifiée, mais Léonie était avec moi. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Ils étaient là. Fabien. Marlène. Mon oncle Rodrigue. Ma sœur Corinne. Toute la famille était venue les soutenir. Ils m'ont regardé avec haine. Leur avocat a commencé. Il a parlé de parents aimants, de difficultés financières, d'une enfant difficile qui a mal tourné. Puis ce fut le tour de mon père, Fabien. Il s'est levé. Il a joué la comédie. Il a essuyé de fausses larmes. Nous avons toujours aimé Clotilde, a-t-il menti au juge. Elle a toujours été compliquée. Elle est partie d'elle-même. Nous ne l'avons jamais chassée. Nous avons fait de notre mieux. Le juge, un homme d'une 50aine d'années, écoutait, impassible. Nous lui demandons juste un peu d'aide, a pleurniché Fabien. Pour son frère. C'est la famille. Mon avocate s'est levée. Maître, dit-elle au juge. Nous avons une pièce à verser au dossier. Un écran a été installé. Qu'est-ce que c'est ? A demandé le juge. Un enregistrement vidéo daté du 12 novembre 2004, jour de l'abandon de ma cliente. Le visage de mon père s'est décomposé. Marlène est devenue blanche comme un linge. Mon avocate a appuyé sur « Lecture ». La salle d'audience a été plongée dans le silence. On a entendu la voix de mon père, 21 ans plus tôt, criant. « Tu ne vis plus ici. Tu as compris ? Tu es une malédiction. Va-t'en. » Puis la deuxième scène. Moi, 9 ans, sur le perron de mes grands-parents. Le son du verrou. Le silence dans le tribunal était total. Ma sœur Corinne s'est mise à pleurer. Mon oncle Rodrigue fixait ses chaussures. Le juge a regardé mon père. Son regard était glacial. Vous appelez ça « faire de votre mieux, monsieur ?» Mon père n'a rien dit. Vous avez abandonné votre fille de 9 ans, dans le froid, la nuit. Vous avez ensuite vidé son compte épargne. Et aujourd'hui, vous osez venir devant ce tribunal pour lui réclamer de l'argent ? Le jugement a été rapide. Leur demande d'obligation alimentaire a été non seulement rejetée, mais qualifiée de « procédure abusive et vexatoire ». Ma demande a été acceptée. Ils ont été condamnés à me rembourser les 12 000 €, plus les intérêts, une somme s'élevant à près de 25 000 €. Ils ont été condamnés à me verser 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et le juge a prononcé une mesure d'éloignement. Il leur était interdit de me contacter, ou de s'approcher à moins de 500 mètres de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail, sous peine de poursuite pénale. J'avais gagné. Totalement. Nous nous sommes levés. Léonie pleurait de joie. Alors que nous passions devant eux pour sortir, ma mère, Marlène, m'a attrapé par le bras. Son visage était déformé par la haine. Tu le regretteras, m'a-t-elle sifflé. Tu mourras seul. Malédiction. Un garde de la sécurité l'a repoussé. J'ai continué à marcher, sans me retourner. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que la justice avait mis un point final. Mais il n'avait pas fini. Malgré l'ordonnance du juge, ils ont conduit 3 heures jusqu'à Bordeaux. Pour une dernière confrontation. C'était une semaine après le jugement. Je sortais du bureau, à Bordeaux. J'étais fatiguée, mais pour la première fois, je me sentais légère. Le poids de 21 ans venait d'être levé. Et je les ai vus. Ils m'attendaient sur le parking. Fabien et Marlène. Ils violaient déjà l'ordonnance du tribunal. J'ai arrêté de marcher. Mon premier réflexe a été d'appeler la police. J'ai sorti mon téléphone. Clotilde, attends. C'est ma mère qui a parlé. Elle s'est approchée, les mains ouvertes. Elle avait l'air pitoyable. Vieillie de 10 ans depuis le procès. S'il te plaît, pas la police. Juste 2 minutes. J'ai gardé mon téléphone à la main. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je sais, dit-elle, sa voix tremblante. Elle commençait à pleurer. Clotilde. Je suis désolée. Mon cœur s'est arrêté. Le mot que j'avais attendu toute ma vie.
Je suis désolée, a-t-elle répété. On était jeunes. On avait peur. On ne savait pas quoi faire. Elle s'est rapprochée. Mais regarde-toi. Tu as si bien réussi. Tu es incroyable. Je suis si fière. Elle était à 1 mètre de moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. Tu resteras toujours ma fille, a-t-elle murmuré. Elle a levé les bras. Elle allait me prendre dans ses bras. Et cette petite fille de 9 ans en moi, celle qui avait gelé sur le trottoir, a crié, oui. Prends-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Mais la femme de 30 ans a vu clair. J'ai levé la main. Paume ouverte. Arrête. Ma voix était basse, mais elle a coupé l'air comme un couteau. Elle s'est figée. Ses bras sont retombés. Son visage a changé. La tristesse a disparu, remplacée par la stupeur. Quoi? N'avancez plus. Mon père, qui était resté près de la voiture, s'est redressé. Mais enfin, elle te demande pardon. Non, ai-je dit. Elle ne demande pas pardon. Elle essaie une dernière fois de manipuler la situation. Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Le visage de ma mère s'est durci. Les larmes se sont arrêtées net. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Vous voulez parler du vol? De l'abandon? Ou de la malédiction? Ton succès t'a rendue mauvaise, a crié mon père. Tu penses que tu n'as besoin de personne? Que tu es meilleur que nous? J'ai secoué la tête. J'ai enfin compris. Non, ai-je dit calmement. Mon succès ne m'a pas rendue mauvaise. Mon succès m'a payé la thérapie nécessaire pour comprendre. Pour comprendre que vous étiez le problème. Pas moi. Je les ai regardés, 2 étrangers sur un parking. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit. La famille ne fait pas ce que vous avez fait. Madame Léonie est ma famille. Les jeunes que j'aide à le seuil ouvert sont ma famille. Vous êtes juste une mauvaise dette que je viens de régler. J'ai levé mon téléphone. Maintenant, partez. Ou j'appelle la police pour violation de la mesure d'éloignement. Et cette fois, Fabien, tu iras en prison. Le mot « prison » l'a fait reculer. Ma mère m'a lancé un dernier regard, plein de venin. Puis ils sont montés dans leur voiture et sont partis. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais vide. Et puis, lentement, la paix est arrivée. C'était fini. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Léonie m'attendait. Elle arrosait ses géraniums sur le balcon. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a juste souri. J'ai appris plus tard qu'ils avaient dû vendre leur maison à Limoges pour payer ce qu'ils me devaient. La semaine dernière, une de mes cousines m'a appelée, celle que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Elle m'a dit, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux juste te dire, je te crois. Et je suis désolée. Le cycle était brisé. Je suis souvent retournée à cette idée d'être une malédiction. Mais j'ai réalisé qu'ils avaient tort. Je n'étais pas une malédiction. J'étais une graine. Et ils ont essayé de m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'allais pousser. La famille, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas les gens qui vous donnent votre nom. C'est les gens qui disent votre nom avec respect. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, si vous avez dû vous battre pour prouver votre valeur, je veux que vous entendiez ceci, vous êtes assez. Votre histoire compte. Votre voix est valide. Et votre avenir est à vous. Maintenant, j'aimerais vraiment lire vos témoignages. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une version de la famille pour protéger votre paix? Pensez-vous que le pardon nécessite une réconciliation, ou peut-on pardonner tout en gardant ses distances? Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, faites-le moi savoir en laissant un commentaire avec le numéro 1. Ou dites-moi simplement depuis quelle ville vous m'écoutez. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez les choses différemment, je veux aussi vous entendre. Votre expérience compte. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires réelles, brutes, sur la résilience et les conflits familiaux, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer la suite.
Merci d'avoir été là.